Bon après-midi. Bienvenue à cette séance virtuelle d'audition des opinions qui se tient dans le cadre de la consultation sur le site de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'Institut Allen Memorial. Nos travaux et nos activités se déroulent en français, mais les participants et les participantes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. This meeting will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Nicole Brodeur, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal et la présidente de cette commission. La commission est aussi composée de messieurs David Anna et de Radwan Turkmani. Nous sommes appuyés dans nos travaux par les analystes Marc-André Lapointe et Élise No. Je vous remercie au nom de mes collègues de l'Office de consultation publique de Montréal de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation, et ce, malgré les défis posés par la pandémie en cours. Pour nous conformer aux règles sanitaires en vigueur, nous entendrons les interventions à distance. Un total de 42 citoyens et citoyennes, de même que de représentants d'organismes, se sont inscrits. Nous les écoutons tout au long de 6 séances d'audition de mémoire. La Commission a reçu également une centaine d'interventions écrites qui ne feront pas l'objet de présentations orales. Les opinions s'ajoutent à celles que nous recueillons grâce aux auditions en ligne. Nous entendrons aujourd'hui 6 intervenants qui se sont inscrits d'avance. Je devrais dire 5 et j'expliquerai tout à l'heure. Nous leur avons proposé d'intervenir soit par téléphone, soit par visioconférence. Il est possible d'avoir plus d'un porte-parole par intervention au cas où la présentation se fait à plusieurs. Les participants connectés par ordinateur peuvent partager leur écran pour montrer des présentations PowerPoint, des photos ou encore des vidéos. Les intervenants disposent d'une période de 10 minutes pour exposer leur opinion. À la suite de cette intervention, les commissaires disposeront également de 10 minutes pour échanger avec eux. Enfin, comme vous le savez, la Commission tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Je vous rappelle donc que les propos malveillants ou les interventions qui portent atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont irrecevables. Merci d'avance aux intervenants que nous entendrons ce soir pour leur collaboration. Une fois la séance d'opinion terminée, les archives ou vidéos ou audio des échanges avec les commissaires ainsi que les transcriptions écrites seront mises en ligne sur le site web de l'OCPM dans les meilleurs délais. Comme il est de coutume en matière de consultation publique, si pour une raison ou une autre, des inexactitudes se glissaient dans les propos tenus aujourd'hui, les représentants de l'arrondissement de Ville-Marie, de la Société québécoise des infrastructures et de l'Université McGill pourraient user de leur droit de rectification, à la toute fin de la séance seulement. Sinon, ils disposeront de 48 heures à la suite de l'envoi des fichiers vidéo et audio des présentations pour fournir des rectifications par écrit. Il s'agira bien entendu de rectifier des faits seulement et non pas d'émettre un commentaire ou un avis. Une fois les consultations terminées, les commissaires entreprendront l'analyse de l'ensemble des informations et des opinions reçues. Nous prévoyons terminer la rédaction de notre rapport dans les mois à venir. Ensuite, l'Office remettra son rapport aux élus municipaux. Il sera rendu public dans les 15 jours suivants. Les décisions à prendre par la suite appartiennent aux élus de la Ville de Montréal. Alors, je vous remercie de votre attention. J'inviterai maintenant M. Donovan King à prendre la parole. Tout petit rappel que vous disposez d'une période de 10 minutes pour exposer votre opinion. Ensuite, les commissaires disposeront également de 10 minutes pour échanger avec vous. Avez-vous une présentation PowerPoint ou des documents partagés? Oui, j'ai partagé 2 documents. Parfait. Alors, nous vous écoutons. Okay, so I'm going to do this presentation in English. Fine, that's fine. Okay, and I would like to begin by just acknowledging that this public consultation and my presentation is happening on the unceded Indigenous territory of Tiohtià:ke, and that the Kanien'kehá:ka, or the Mohawk First Nation, is the custodian of these lands and waters. Now, my name is Donovan King, and I'm a historian, a teacher, and a tour guide. And I just wanted to mention that I run a company called Haunted Montreal. So you can see I'm wearing my t-shirt today. And I didn't want to present as the company, but it's very much intertwined with what I'm going to talk about today, because about 10 years ago, one of the survivors of the Allen Memorial Institute approached me, and she told me the story of
unmarked graves being hidden, behind the Allen Memorial Institute. And I just wanted to read a quote from her, what she told us. And she said, "These unmarked graves are a big secret. There has been no physical proof that kids are buried there, but some would have been First Nations kids in Cameron's experiments between 1953 and 1964. Others came from broken homes or were orphans. Obviously, they're not laid out to attract attention, but we think 17 to 25 children were buried there. Officially, though, it never happened. Many, many records were destroyed, however, and McGill has been very busy hiding the evidence and making sure witnesses and survivors remain silent." And so when she told us this story, we decided to incorporate it into our Haunted Mountain Ghost Walk. And so for the last 10 years, we've been telling this story to our clients and, hoping that this would eventually come out in the public, which of course it has very recently with the submission of the Mohawk Mothers, which I watched, and it was a very powerful submission. And so that's why I submitted a document called Hidden No Longer, Genocide in Canada, Past and Present by Kevin D. Annett. That was in 2010. And so, something I've been following for quite a long time. You can see Kevin Annett has prepared quite a lot of documentation about genocide in Canada before even the Truth and Reconciliation Commission began its work. And on page 348 of his document, it says Quebec, Montreal, and he's listing all of the burial grounds of Indigenous children through Canada. And so it says Montreal, Allen Memorial Institute, McGill University, still in operation since opening in 1940. MK Ultra Experiment Center, mass grave of children killed there north of the building on southern slopes of Mount Royal behind stone wall. And so this information, has been out there for quite a long time until someone goes to the site and begins investigating with things like ground penetrating radar. We won't know 100% certain whether or not this is true, but certainly it is a very important topic because, of course, the government of Canada has also recognized that genocide has occurred. And so I just wanted to draw upon the calls for justice from the National Inquiry on Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. And they have a call for justice for all Canadians, 15.5, which is confront and speak out against racism, sexism, ignorance, homophobia, and transphobia, and teach or encourage others to do the same wherever it occurs, in your home, in your workplace, in social settings. And so this is very one of the things that drives me as a supporter of the victims and survivors of the Allen Memorial Institute. I also submitted the class action lawsuit application by the Consumer Law Group on behalf of the victims and survivors of the Allen Memorial Institute. And so essentially what we have here is a case where, over half a century ago, over 300 families were utterly destroyed by Dr. Ewan Cameron and his unethical experiment at the Allen Memorial Institute. And so just in a nutshell, what he did is he was approached by the CIA, who were looking for brainwashing experiments. They were reaching out to toxicologists, psychologists, psychiatrists, and other types of medical professionals. They managed to recruit Dr. Ewan Cameron of the Allen Memorial Institute, and he started with 22 paid student volunteers, put them into a sort of apparatus. He called it sensory isolation, whereby their ears were covered, the eyes were covered, cardboard handcuffs. It very much immobilized them. And after less than 20 minutes, all of the students quit the experiment, saying it felt like a form of torture. And so Dr. Cameron decided to move his experiment into phase 2, where the people could not leave the experiment.
And he began hand selecting people against their knowledge, people with mostly minor psychological issues, anxiety disorders, postpartum depression, etc. And without their knowledge, he enrolled them in an experiment. And this involved three particular techniques. The first, essentially a type of electroshock therapy called depatterning in durations, voltages, etc. that were far, far beyond the norm. And once he had performed this horrific electroshock therapy, he would put those people into the sensory isolation that I mentioned earlier. But in this case, they couldn't leave. And so sometimes they were left there for weeks. And indeed, it did cause a disintegration of the personality. And his final technique was called psychic driving, whereby he would put them into a sleep-induced coma using all sorts of drugs like barbiturates, LSD, etc. Make them listen to a pre-recorded loop for up to 16 hours a day designed to implant the new personality. Needless to say, he did manage to destroy the personalities of over 300 people. He was unsuccessful in implanting new personalities. And so this happened in the 1950s and 60s, and there still hasn't been any compensation for the majority of the victims of the Allen Memorial. There hasn't been an apology from McGill University or the Royal Victoria Hospital or the Canadian government or CIA for that matter. And so this is something that's still going on. And of course, as we heard in the presentation from the Mohawk mothers, they interviewed Lana Ponting, who's one of the last surviving members of this called experiment. And according to Lana Ponting, in the testimony, she witnessed several Indigenous children on the site. And she also witnessed mysterious activity happening at night, which she believes was the burial of children on the site. And this corroborates with the residential schools as well. And she believes that the swimming pool that was built there was actually built possibly to hide some of those buried children. And so, you know, as someone who's an activist against all forms of oppression, but especially, you know, as someone who supports truth and reconciliation and is looking to support both the Mohawk mothers and the survivors of the Allen Memorial Institute, I have three recommendations today. And the first one would be to put Indigenous people, especially people like the Mohawk mothers and the victims of the Allen Memorial Institute, very much in charge of the gravesite investigation with full support from the authorities. And so it should be led by Indigenous people and survivors and not some sort of a top-down approach, for example, an archaeological study from McGill University, which is sort of a conflict of interest given that they're you know, potentially implicated in the story. I mean, they're definitely 100% implicated in the brainwashing experiments, but they might also be implicated in the burial of Indigenous and other children on the site. The second recommendation I have is to ensure McGill University settles the class action lawsuit and compensates the victims of the Allen Memorial Institute before it can be involved in any redevelopment of the old Royal Vic site. In other words, they need to come clean with this before they can have any participation in the site. For example, I know they want to redevelop a lot of it as part of a new campus, but they should not be allowed to do that until the class action is settled and some justice is brought to the survivors. And the last recommendation I have is to plan to create a monument on the site to the victims of the Allen Memorial Institute, the victims and the Mohawk mothers being in charge of all major decisions. Once again, this is one of the most horrific tragedies in the history of Montreal, and it's one of the most unethical things that has ever happened in the case of medicine. And so I think it would be only appropriate to acknowledge that and to eventually create some sort of monument that pays, you know, respect to these people that went through all these horrors. Because not only the 300 victims, it's also their family members. You know, so people would have their mother suddenly come home who's a different person. Everyone says they're crazy, and you know,
at-risk children who would only later realize in their adulthood what had happened, that it wasn't the fault of their mother or father. And so this is really ripped families apart. Thousands of people are affected. And, you know, in a nutshell, it does need to be addressed, rectified with the full compensation and apologies before the project should move forward. And so that's essentially what I would like to present today. So thank you for having me. Alors, merci beaucoup, Monsieur King. Juste avant on entreprenne le dialogue avec vous pour poser quelques questions, je vous demanderai de communiquer avec Élise No, qui est l'analyste, une de nos analystes, pour convenir avec elle de ce que vous déposez comme mémoire, si je peux dire, et ce que vous déposez comme document d'information. Si vous avez déposé beaucoup de pièces et il faudrait qu'on fasse un petit départage sur ce qui va aller dans les documents d'information pour tout le monde et en même temps ce qui est votre, entre autres, ce que vous nous dites en ce moment. Alors, je passerai peut-être la parole à mon collègue David Nana pour une première question. Yes, thank you very much, and thanks for your testimony. It certainly corresponds with what I have read and known about the site. But I have just one question, because I think what you said was clear. You did submit to the commission the class action suit that you referred to in your brief. However, the first page was missing, and the first page is the one that gives the inscription and so on to do with the case and the date more specifically. Would you be kind enough to send us that first page that includes the actual date for that class action suit that is ongoing? It would complete the dossier, or complete the brief or the documentation. Yeah, I can definitely do that, no problem. I'm just pulling it up here. And what would that date be, by the way, when the suit was launched? Okay, I'm just checking here. Yeah, it doesn't say on this document, but I can definitely try to get that information from the lawyers from the Consumer Law Group. Okay, yes, because as you're aware, all suits that are duly launched in the court come with a cover page that has, you know, so-and-so versus so-and-so, such and such date, such number, and it's that date element that's missing for us. Okay, so I'll try to find that for sure. Yeah. All right, thank you. My pleasure. Good to see you, David. Yep. Radwan Tormani, une question, oui? Oui, bonjour Monsieur King, merci. Merci pour votre présentation. Plutôt dans les auditions, on a des participants qui ont émis l'idée de mettre en place un musée qui rappelle l'histoire du Royal Victoria. Est-ce que vous pensez que ça serait approprié aussi pour commémorer ce qui s'est malheureusement passé aussi à l'Institut Allen Memorial? Pardon, encore? Est-ce que je recommence du début de ma question ou Oui. Oui. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous m'entendez mieux? Oui. Il y a des participants qui ont souhaité qu'un musée soit implanté sur le site du Royal Victoria pour commémorer l'histoire du site. Est-ce que vous pensez que c'est approprié que ce musée aussi raconte ce qui s'est passé à l'Institut Allen Memorial? Oui, absolument, parce que c'est une partie de notre histoire. Et si on visite le musée McCord aujourd'hui, par exemple, il y a comme une exposition sur les Premières Nations. Deux parties. La première partie, c'est l'histoire avant la colonisation, et après, la deuxième partie, c'est les écoles résidentielles, tout ça. Alors, c'est très important d'avoir des choses comme ça dans les musées. Alors, oui, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. De rien. Autre question, David? Non? Non, c'est pour Ça moi, va aller? c'est bien, c'était très clair et j'ai pris note des recommandations que vous proposez. Merci. Merci beaucoup. Alors, on vous remercie, Monsieur King, et vous communiquez avec Madame No
pour voir ce qu'il y en est des documents. Et on souhaiterait, comme demandé par M. Anna, avoir la première page de class action dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, merci beaucoup de votre témoignage et votre présentation. Je ne sais pas si il y avait une deuxième personne, une seconde personne qui devait venir rencontrer la commission, mais qui a annulé sa présentation. Je ne sais pas si Madame Wanda Potricus est arrivée. Malheureusement, non. J'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas eu de réponse. Je retente le coup. Ou si quelqu'un d'autre, ou s'il y a d'autres participants qui sont arrivés. Non plus. Non plus. Les gens qui devaient passer après la pause ne sont pas là. Je vais réessayer Mme Potricus. Je vous donne des nouvelles. Parfait. Alors, bonjour, good afternoon. La commission reprend ses travaux qui ont été suspendus, notamment parce que une participante s'est déclarée incapable de venir présenter son mémoire. Alors, on passerait maintenant à Samuel Elguero et à Alex Sagnoc. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Elguero. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien, merci. Alors, nous vous écoutons tous les deux. OK, parfait. C'est d'accord si je continue en anglais? Yes, there's no problem. Perfect, thanks so much. So first of all, we would like to thank the Commission for giving us the chance to present and discuss our community consultation report. My name is Samuel. I use he, him pronouns. I am a volunteer community organizer with the Milton Park Citizens Committee and a co-author of the Our Royal Vic report. Hi, my name is Al Hanyok. I use they, them pronouns ou elle en français. I am a community member and co-author of Our Royal Vic report. So before discussing our report and moving into questions, we want to recognize that the authors of this report and the Royal Vic site are located on the unceded Indigenous lands of Tiohtià:ke. After this report and its translation were finalized for publication, a statement was released by the Kanien'kehá:ka Kanien'kehá:ka, the Mohawk Mothers, on October 18. The Kanien'kehá:ka insisted that an Indigenous-led investigation should be done according to the Great Law of Peace as soon as possible and before any construction begins, so as to investigate the potential of unmarked graves near the island. Secondly, they insisted that the site's redevelopment only be carried out with permission of the site's traditional caretakers. This last declaration has been systematically ignored. The thought that traditional caretakers should make decisions over this land has been treated as so ludicrous as to not deserve comment from McGill or the SPY. McGill has instead released an insulting letter to the OCPM dated November 9th to suggest that they have properly consulted Indigenous groups over this land grant. Of the meetings with people who are broadly defined as Indigenous in this letter, all except 2 were carried out in 2021. 2021, well into the development of the major aspects of McGill's plans. The 2 other meetings with Indigenous groups were in 2019. Even by this earlier time, McGill had the outlines of its plans completed as evidenced by McGill's 2017 Senate report. Not only have serious consultations, for which a formal analysis stands to be provided, not been performed, but there is no recognition by either McGill or the SPY of the need to move beyond consultations and give traditional Indigenous caretakers decision-making authority over this land. This is what they are asking for, and this is what they have the right to. Returning real decision-making authority would be a true gesture of reconciliation and a recognition of the wisdom of the Great Law of Peace, of the rights of the Kanien'kehá:ka Nation, of the land theft that has been committed on this territory, the debts for historic and present-day colonial violence, and the pressing needs of Indigenous communities. Our Royal Vic project came out of the efforts of the Royal Vic for the Public Coalition to ensure a democratic and ecological repurposing of the former Royal Victoria Hospital site.
The project aims to have community needs and demands shape the entirety of the site's future. This operates on the basic premise of a democratic society, that citizens should determine public affairs, particularly the management of land, through their demands and needs. These major decisions are not the prerogative of institutional actors, whether they're university task forces or unelected government officials. The report was completed without any major funding and is largely the result of grassroots volunteer work. The report presents an analysis of a community questionnaire which first began collecting responses in March 2021 and closed September 10th of the same year. The questionnaire lasted 10 to 15 minutes. The contents were inspired by a previous questionnaire filled out by over 30 signatories of the Coalition's 2020 open letter. This new questionnaire was posted on the Royal Vic site for the Public Coalition's website. It was advertised through over 200 posters, over 200 flyers, and through newsletters and community organizations. In the end, the questionnaire elicited over 350 responses. We found we had a good demographic spread of people in Montreal in different areas. There was a healthy reporting of students and people across a variety of professions. Strongly opposed to the private governance and or government use, the public's vision of the site is instead focused on community building, ecology, health, and affordable housing. Questionnaire responses highlighted both a strong desire and need for social, cooperative, and transitional housing, shelter services, affordable student housing, worker co-ops, green spaces, student or community-run gardens, health and social services, including food security resources, and community gathering spaces. A portion of the respondents asked that McGill not be entrusted with the site or have reduced occupancy from the current plan. We'll now open up for questions. Alors, je vous remercie beaucoup tous les deux de votre présentation. I'll ask my colleague David Anna for a first question. Yes, hello. We certainly read with great attention your community questionnaire. I think the pie graphs and bars and bar graphs, histograms, and the percentages that you attributed to the various questions are very clear. So I just wanted to congratulate you about clarity. There was just one spot, however, where I had difficulty following what you were saying or your conclusion. I just wanted to ask you about this. And let me just try and find here the page so you can follow me. It comes under major takeaways, first of all, and where you say on page 7, so if you want to refer to your report, page 7, where you talk about now the purposes for which the repurposing did not gather any support and in fact would not make for something meeting popular needs and demands. And you list privately run enterprises, university-run student housing, government offices, and McGill's occupancy. So it was just this last one I wanted to bring to your attention and ask you about, as the other three seem to garner a fair amount of support, or negative support, I guess. But McGill's occupancy, it says that when asked to select their desired limitation on McGill's occupancy, 28% selected that McGill should not be given the apportioned site. I then moved over to page 17 to look at your graphs. And sorry for being lengthy here, but on page 17, where I look at the graph that corresponds with your statement, and you'll have to elucidate me as to how to read it exactly. But I looked at then use deserving at least a portion of the site, referring to McGill's presumed occupancy of its project. And how should the parts of the site be considered by McGill be used? And there's a long list of what seems to be, from my reading, favorable opinions: green spaces, student-run gardens, library, event space, lecture halls, research laboratories, student housing, socially run, cafes, classrooms,
and so on, which seem to garner a very high level of support. So could you help us on the commission to understand the statement that McGill's occupancy does not garner support versus the bar graph that seems to indicate that it does garner support? I just can't reconcile the two. Could you help us clear that up, please? Yeah, sure. So if you go to the questionnaire itself, there is a question regarding possible limitations that the respondent would like to see on McGill's allocation of a portion of the site. That is not included in this graph. The responses to that question are not included in this graph. The reason that you might see a disparity between favorable uses of McGill's portions and the desire to limit McGill's portions, and this is why we created this question, was because some people might still want an input on what McGill does with the site if it does get the site, even if they do not believe McGill should get the entirety of the site or a portion of the site at all. I hope that clarifies things. Well, to a point, but then if I go back to the original question on page 7, where 28% of people selected that McGill should not be given the entire apportioned site, what about the remaining huge percent that is on the other side of the question, a very clear majority? What does that represent? Could you clarify that? I'm puzzled, that's all. Yeah, sure. So this was inserted here because there are many uses for the site which are quite popular and receive quite wide acclamation. It's not the fact that McGill's occupation would not meet popular needs and demands is not mean to say that the majority of people are against McGill taking a portion of the site. It is just not, when we consider all of the possible uses for the site, that this is not a particularly purpose that would meet in any particular way the popular needs and demands of citizens. And if Yes. if you were to take both those numbers, you have 43% of people who are saying that they want McGill to have less of the site than they've been allocated, which is fairly significant. And an important thing to note too is, and this has been, I guess, a statement by the Royal Vic for the Public Coalition, that the allocation of a portion of the site to McGill was made without a debate in the National Assembly of Quebec, and it was made without any serious public consultation. Okay, then, if this latter item here about the entire site is put aside, and we go back then to that bar graph that I was referring to on page 17, where there seems to be a lot of favorable opinion about the McGill site. This refers only to the portion for the new Vic, is that correct? And this is what your questionnaire addresses, and where there are a number of proposals made for that site that emerge out of this graph. Does that represent a consensus or not? Well, what does that graph mean? It's not referred to in the takeaways. Yeah, this graph specifically refers to if the site were to be used by McGill, what do people want that use to be? It doesn't refer to should McGill get the site or not. That was a separate question. Only to the portion that is being envisaged for the new Vic, correct? Correct. And if that site were to be granted, this is what your questionnaire reveals as being wished for, wanted. Yes, for this question, yes. All right. Fine, thank you. Question by my colleague Radwan Turkmani. Bonjour à vous deux. Merci pour votre travail et votre présentation. J'avais pour vous une question plutôt de clarification ou de compréhension un peu plus détaillée. Une grande partie des répondants ont exprimé une opposition formelle à l'implantation de bâtiments gouvernementaux. Pour d'autres types de services, ils sont très favorables, des services d'appui notamment aux personnes qui recherchent des besoins plutôt plus sociaux. Mais ils ont exprimé une opposition formelle à des bâtiments gouvernementaux. Et je voulais essayer de comprendre avec vous quelle est selon vous la raison de cette opposition formelle.
I can give that a go. So you're asking what we might speculate to be the reasons why there would be opposition to a government office on, Yes, on the site, exactly. and yet favoring of community social usage. Mhm. So there's two things that sort of come out of the survey. One thing is if you flip to, sorry, I'm just navigating my own screen. If you flip to page 16, there's a question, there's an analysis of who should govern the site, and we have like a graph there. You'll see that the community sector was favored quite a bit more than the public or government sector is managing. I think this sort of reveals trust more of the local and community structures of actual governance at the local level, rather than, and a sort of skepticism of provincial governance of the site. So that's one thing. I would also say, on the other hand, I think there's identification of much more pressing needs for the site, much more associated with maybe its original purpose as like having a healing purpose. Also with the specific needs in the Montreal population. For instance, one need that wasn't highlighted at all very strong was the need for more government offices within the city of Montreal. However, needs such as like the need for the construction of more social housing, needs for better food security, ending like social isolation, etc., like those are very high priority needs. And so then that when that transfers over to an analysis of what actually would be a social repurposing of the site, those things tend to be highlighted much more strongly. And consequently, things like government offices, well, maybe not being bad enough themselves, are given a lot less favorable responses. D'accord. Je vous remercie. Thank you. J'aurais une troisième question qui porte entre autres, j'aimerais avoir votre point de vue. Ça déborde un peu de l'enquête, mais c'est relié à l'enquête où on souhaite entre autres répondre par ce site-là aux besoins de logements sociaux ou de logements communautaires. Là. Et comment on concilie les besoins de familles qui vivraient sur ce site, ou en tout cas une partie de ce site-là, et la demande de conserver, avec trois contraintes. Là. Un, la demande qui est la nécessité là, de conserver ce site en permanence accessible pour la population parce qu'il fait partie du parc du Mont-Royal. Deuxièmement, au fait qu'il soit isolé et qu'il n'y ait pas de commerce de proximité. Et troisièmement, comment dire, donc qu'il soit situé sur une pente très, très abrupte et difficile d'accès, si je peux dire. So what I gathered from this report is that people want it to be available for the whole community. Yes. Not just the wealthy, not just condos, not just private businesses, but everybody. And that includes transitional housing, social housing, that includes co-op housing and co-op restaurants. Those were like, there's a difference between private enterprises and co-op enterprises in our report and how favorable they were. And people wanted co-ops where they didn't want private housing. So that could be a solution to making it accessible for everybody. But the issue, oh, please, Mr. Alguero. Sure, so I'll also add that another two things, I guess. First of all, like what we can speak on best is sort of community consultations. And like we wouldn't be able to too much speak on like the technicalities of working these things out on what the community is demanding. A second thing is the survey hit over 350 people. A lot of them university educated or getting a university education. A lot of them pretty much all of them residents in Montreal. In professions, a lot of them like high income earners, medium income earners. I think like it's and like from the responses too in the comment section, it was clear people were familiar with the site. People were working through difficulties with the site, so we did have a free form written comment section where people could provide more intensive feedback.
And it was clear from this that people were working through difficulties like, yes, the steepness, yes, preservation of heritage buildings, etc. And so I say all of this because it's important to keep in mind that these 350 people have extremely rich intellectual lives and are likely considering these difficulties, which are like not super, they're not super hidden. I mean, it's quite obvious. Yes, heritage would be an issue. Like, yes, it's quite on a steep hill. So when the community comes out with these demands, I think it's fair to suppose that these things have been considered by the population. Okay, thank you. So do we have more questions? Yes, David? Yes, sorry to come back, but I'd forgotten there is a technical aspect of that histogram that we need to understand in addition to what we've just said or exchanged. So getting back to page 17 again, the histogram about the McGill portion. In other words, the understanding correctly, the portion of land that could be appropriated for a Nuvik project, that there are only two colors, purple and blue, and that all those functions that are listed here, green spaces, gardens, run students, student-run gardens, sorry, library, event spaces, lecture halls, research laboratories, student housing, cafes, classrooms, student housing, and co-op restaurants. All those functions, which are all on the purple side, are up to 0.8 on a graph of 1. Does that mean 80% of your respondents responded highly favorably or to those types of occupations on that site were it to go to McGill? Is that how I should read that? Yes. Or am I misinterpreting? Okay. Somewhat. So it's not sort of highly favorable, it's just some portion. So they might have said a room. Combining somewhat and highly, right? That's like the others. Okay. Not quite. So No? we do provide the appendix that you can go and look at the data itself. The question, how it was phrased was, should the site have multiple buildings, multiple rooms, the whole site, or none of some sort? So the question did favor a positive answer. And so if we simplified it quite a bit here to be able to present it in the report. It takes any place where they said McGill should get part of the site, that's in purple. And in any time they said it should not get any space, it was in blue. Okay, so the purple you're saying is should McGill get that portion of the site? Those are the favored occupations of the site. Is that what it means? Should they use that usage? Should they have a library? How much space should a library get? If someone said the library should get the whole site, that would be in purple. If they said the library should get a couple rooms, that would also be in purple. If they said there should not be a library, then it's in blue. So how to read then the 0 to 1 bar at the bottom? It's They're the not percentage. They They're are not percentages. They are or they aren't? They are. They They're are. percent of people that said that some portion Ah, of the the site site should go should- to the library. got it. Thank you. Yeah, it's a confusing one. yeah, I have to admit. And, So and thanks. the actual data is much more, it would be much more telling to look at the data and specifically for this question. Yeah, so if there are any data you wish to transfer to us, feel free to do so. But thanks for spending the time with us to clarify those readings. Autre question, Radouane? Non, Non. pas d'autres questions, merci. Alors, il me reste à vous remercier tous les deux de votre could, de l'initiative. Yes, do you want to Just add add something? Yes, please. Just two things. First of all, there's an appendix that is linked at the bottom. If you click on the appendix, the link, it'll bring you to view a very similar report that just includes some of the raw data that Al was referring to.
And it also has every single one of the individual responses that people had worked on in the comment section to the questionnaire. So like individuated desires for what the site should be used for. I believe there was more than 200, and those are all listed in the appendix. The second thing, this was not referred to in the opening statements, and I just wanted to add this again. One of the unfortunate things about the consultation we did is we didn't have the resources to thoroughly consult members of the Indigenous community. So we just want to make that very clear that we do believe that the site's decision-making authority over the site should be held by traditional Indigenous authorities and caretakers, and that actual thorough consultations with such a serious report that like we tried to do with our limited means, like this one, should be released on those types of consultations, so that actual decision-making can be given to Indigenous caretakers. Alors, merci de cette précision. Merci alors de votre présentation et de votre présentation plutôt et de vos réponses à nos questions. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. J'inviterai maintenant Messieurs André Sirois et Monsieur Robert Laplante à nous rejoindre. Ils sont arrivés. Oui, ils sont arrivés. Voilà, vous m'entendez? Oui. On ne vous voit pas beaucoup cependant. Oui, très bien, je vais arranger ça. Oui, Merci. ça aiderait. C'est ça. Bonjour, Monsieur Laplante. Votre micro n'est pas ouvert. Excusez-moi. Je vous en prie, ça nous arrive à tous. Alors, on a pris connaissance de vos mémoires et je vous laisserai vos mémoires respectives plutôt, et je vous nous laisserai les présenter. Si vous permettez, je vais commencer. J'ai quatre petites questions qui ne sont pas dans les mémoires, mais qui permettraient de compléter ce qu'on vous a envoyé. Je vais commencer par ça, on verra ensuite ce qui reste comme temps. Ce ne sera pas long, c'est vraiment très bref. Dans un premier temps, si vous le permettez, je voudrais revenir rapidement sur la question de la propriété actuelle du Royal Victoria que nous avons évoquée lors de la réunion lors de la présentation de M. Paquin la semaine dernière, à la question de savoir qui est propriétaire du Royal Vic en ce moment. Vous m'avez répondu, Madame la Présidente, et vous l'avez répété, que c'est le CUSUM, ce qui est absolument exact. Sauf qu'il faut qualifier ça parce que l'acte de vente au CUSUM est un deuxième acte de vente. Le premier, d'après ce que je peux voir, semble avoir été fait correctement. Dans le deuxième, il y a de graves irrégularités qui font que cet acte de vente est facilement annulable et complètement caduque. C'est tellement vrai que le gouvernement du Québec a pris la peine de présenter, par l'intermédiaire de la députée de Westmount, un projet de loi privée afin de corriger ces irrégularités. C'est dire A, que les irrégularités sont vraiment là, et B, qu'elles sont assez graves pour qu'on fasse cette démarche-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que le projet de loi privée n'a pas été adopté, avec le résultat qu'en ce moment, les titres de propriété du CUSUM sont très, très contestables, et à la moindre contestation, tout ça va s'effondrer comme un château de cartes. Je voulais simplement apporter cette précision-là. J'aimerais bien savoir, par ailleurs, je vous laisserai une question, j'aimerais bien savoir quels sont les types de propriétés exactes en vigueur en ce moment, ou comment est-ce qu'on va s'y prendre pour corriger les irrégularités, si on va revenir à l'acte de vente précédent qui était fait correctement, je le répète. Je vous laisse ça simplement comme question, mais je vous signale qu'il y a un grave problème au sujet des types de propriétés. La deuxième question que je voulais mentionner, c'est que
je me pose d'autres questions aussi en ce qui concerne le rôle des auditions que vous faites en ce moment, parce que je ne comprends pas bien, et vous pourrez sans doute m'apporter des précisions, mais je ne comprends pas bien comment est-ce que vous pouvez procéder en ce moment alors que la Ville de Montréal n'est pas propriétaire de ces terrains-là, quand les types de propriétés ne sont pas vraiment clairs, et par ailleurs, on accorde à l'Université McGill un rôle absolument favorable, absolument privilégié, qui n'est justifié par rien. L'Université McGill n'est pas propriétaire de ces terrains-là, et puis tout ce qu'on fait, si je comprends bien, c'est un exercice de fiction dans l'avenir, une projection dans l'avenir, au cas où McGill recevrait la propriété de l'ancien Royal Vic, ce à quoi beaucoup de gens, dont je suis, beaucoup de gens s'opposent parce que normalement, partout à travers le monde, le principe, c'est qu'on ne privatise pas des terrains du domaine public. Et en ce moment, c'est ce qu'on veut faire et ça représente plus d'1 milliard de dollars. Et puis, personne semble réaliser que ce n'est pas ce qu'on doit faire, ce n'est pas ce qui se fait. Partout ailleurs, nous aurions une crise politique à ce sujet-là. Et en ce moment, tout le monde semble essayer de nous faire croire que c'est une chose normale et acceptable et déjà acceptée. Ce n'est pas le cas. Et donc, je ne comprends pas, je ne vois pas le fondement juridique des démarches que vous faites en ce moment, autre que le fait que c'est de la politique fiction. Je vous laisse avec cette question-là aussi. Par ailleurs, si on peut parler des titres de propriété de McGill et si on veut parler de l'avenir de McGill, il faudrait à ce moment-là parler de ce que McGill appelle le master plan, qui est en fait dans ce que vous discutez maintenant fait partie. Et le master plan, c'est un projet énorme. Je suis tombé sur le dos quand on a commencé à me décrire ça, et la personne qui a eu la gentillesse de me décrire ça a pris une demi-journée pour me décrire vers où on s'en va avec ce projet-là. Et ça, ce dont vous vous occupez en ce moment, c'est une petite partie du master plan. Et le master plan va affecter tout l'ensemble du centre-ville de Montréal et personne ne semble avoir consulté qui que ce soit à ce sujet-là. Et en ce moment, avec le projet que vous avez sous les yeux, si c'était légal de l'adopter, on se trouverait à nous mettre le bras dans le tordeur par le fameux master plan. Il y a quelque chose là-dedans de scandaleux. McGill se comporte comme on se comportait autrefois dans les concessions étrangères de Shanghai. Il y a quelque chose d'absolument renversant avec la façon dont c'est fait et ça ne tient pas debout. Pour parler bien simplement, tout ça ne tient pas debout. Il n'y a pas moyen de procéder normalement et il n'y a pas moyen de suivre cette affaire-là normalement, tout simplement parce que ça ne tient pas debout. Finalement, je voudrais ajouter une mise en garde au sujet de la façon dont certains des documents que McGill présente en ce moment sont rédigés. Et il y a un point sur lequel je vais insister, c'est que on mentionne à plusieurs reprises, et c'est revenu aussi dans le projet de loi privé 219, on mentionne à plusieurs reprises qu'on va faire une exception pour la construction. On formule ça de telle sorte à rassurer le lecteur, et on dit, on ne va pas faire de construction privée, on ne va pas faire de résidentiel privé, on ne va pas faire d'hôtel, et on ajoute, mais à la toute fin, on glisse, sauf si c'est pour des fins éducatives. Et ça, dans la pratique, une des choses que ça peut vouloir dire, et je suis prêt à mettre ma main au feu, que c'est ce que ça veut dire dans le concret, on va prendre ce petit bout de phrase pour construire des résidences étudiantes. Or,
il arrive que les résidences étudiantes, là, je connais ça un peu parce que j'étais au conseil d'administration de l'entraide universitaire mondiale et des résidences étudiantes, j'en ai vu pas mal partout au Canada et à l'étranger et c'est presque unanimement c'est lamentable au point de vue architectural et au point de vue urbain. C'est très simple, la règle qu'on semble appliquer, c'est de faire le plus possible, de loger le plus de monde possible pour le moins cher possible. Et malheureusement, les résultats ne sont pas bons. Dans la très grande majorité des cas, on peut aller voir les résidences étudiantes, c'est l'équivalent de la reconstruction dans des villes bombardées. C'est à ça que ça ressemble. Et une tour de 25 étages, qu'elle soit remplie par des étudiants ou qu'elle soit remplie par d'autres particuliers, n'est pas plus jolie pour autant, n'est pas plus acceptable pour autant pour ses voisins. Et je crois qu'il faut enlever ce bout de phrase afin que les projets éventuels, d'abord afin de les interdire, que si par hasard on veut en autoriser, que ces projets éventuels soient très strictement contrôlés. En ce moment, ce n'est pas le cas et je crois qu'on ne doit pas se contenter de promesses, encore moins de promesses verbales. C'est ce que j'avais à dire pour le moment. Pour le reste, comme vous savez, vous le verrez dans les documents qu'on a envoyés. D'abord, pour le point de départ, je reviens là-dessus. On est absolument contre l'idée de privatiser du domaine public. Et ça, il faut absolument tenir bon. Il y a une solution, on en a parlé quand M. Paquin est passé, c'est d'envisager le bail amphithéotique. D'ailleurs, vous verrez, j'ai envoyé un document qui résume un peu le rapport du groupe d'experts qui disait très clairement qu'il n'était pas question de privatiser et qu'il fallait utiliser le bail amphithéotique et que ça, c'était catégoriquement, c'était sans condition, c'était clair et net, il n'y avait pas de discussion même à ce sujet-là. Il n'y en a pas parce qu'il n'y en a pas nulle part au monde. On ne privatise pas du domaine public. C'est une base de droit de propriété reconnue pour toutes les administrations publiques dans le monde. Je ne vois pas pourquoi, tout à coup, on arrive à faire cette passe-là. Alors, pour le reste, je vous renvoie au document que je vous ai déjà envoyé, si vous le voulez bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sirois, de nous soumettre vos préoccupations et vos propositions aussi. À la fin de cette séance, qui coïncide avec la fin de vos présentations, Monsieur Sirois et Monsieur Laplante, il y aura une période ce qu'on appelle de rectification, et au cours de laquelle j'inviterai Madame Mays et aussi Monsieur Major entre autres, Madame Mays a parlé de ce qui est des titres de propriété, là, qui est une question que vous posez. Et aussi, peut-être Madame Orny de la Ville aussi a précisé ce qui en est du caractère public du domaine et des exigences de bâtiments et d'occupations publiques qui doivent prendre place sur le site. Je sais que la documentation qui est soumise pour la consultation est énorme et elle est complexe aussi pour les commissaires, les fortiori pour tous les citoyens qui viennent nous rencontrer. Alors, on écoutera maintenant M. Laplante et mes collègues poseront des questions ou à vous, M. Sirois, ou encore à M. Laplante, une fois la présentation de M. Laplante faite. Monsieur Laplante. Je suis désolé, je devrais pourtant connaître les usages. Merci de me donner l'occasion de vous soumettre à la Commission ce projet qui est né essentiellement en réaction à un commentaire que la ministre, Mme Mécan, avait fait, disant qu'on ne lui avait pas soumis de projet alternatif à ce qu'on considère comme étant le débouché normal, c'est-à-dire la cession du Royal Vic à des intérêts privés.
on peut penser autrement et on peut le faire d'abord en respectant cette règle d'usage de garder dans le patrimoine public ce qui est dans le patrimoine public, mais évidemment, ça suppose qu'on sache quoi en faire. Et j'ai proposé que nous transformions le Royal Vic en une formidable occasion de relance des universités montréalaises autour d'un projet de création d'une université internationale de la francophonie. Une université qui pourrait bénéficier par bail amphithéotique ou autre forme de location du bâtiment patrimonial du Royal Vic et fournir à l'ensemble des universités montréalaises, et on peut même élargir le périmètre si on le souhaite, pour faire une université du 2e et du 3e cycle pour l'ensemble des étudiants de la francophonie, donc une université de haut niveau de perfectionnement qui permettrait à l'ensemble des universités montréalaises de faire rayonner dans l'univers de la francophonie toutes les expertises et les compétences disponibles. Et ce serait une occasion également de permettre à la Ville de Montréal de tenir un rôle majeur dans l'organisation de la francophonie, et ce pourrait être également une occasion pour la mairesse de Montréal de tenir un rôle majeur dans l'Association internationale des maires de la francophonie. Madame Plante pourrait prendre un projet comme celui-là et s'en faire véritablement un projet de legs de Montréal à l'ensemble de la francophonie. Il y a de nombreux avantages, outre les avantages académiques et scientifiques à un projet de cette nature, c'est d'en faire également un levier puissant de relance et de redéveloppement du centre-ville qui, on le sait, a été malmené par les événements que l'on connaît et qui pourrait, de ce fait, bénéficier des retombées économiques majeures que pourrait donner à la métropole la création d'une nouvelle université d'une telle envergure. On peut penser à ce moment-là que les étudiants étrangers vont contribuer à dynamiser et les commerces et les services du centre-ville et que les activités scientifiques que pourrait tenir cette université vont fournir autant d'occasions de créer des réseaux de relations non seulement scientifiques, mais éventuellement de relations d'affaires avec les milieux du centre-ville. Donc, la création d'une université internationale de la francophonie pourrait être un projet véritablement alternatif qui n'est pas à opposer aux ambitions de McGill concernant ses propres développements en matière d'université autour des sciences de l'environnement, mais au contraire, McGill pourrait participer à ce consortium puisqu'elle a aussi, comme une université, des contributions importantes à faire à la francophonie et elle a des domaines d'expertise qui sont également reconnus, autant en traduction qu'en littérature, dans toutes sortes d'autres domaines qui pourraient concerner l'ensemble de la population académique du monde francophone. Donc, l'idée est qu'il ne s'agit pas de faire obstacle à quoi que ce soit, il s'agit plutôt de convertir en occasion exceptionnelle et en projet mobilisateur la difficulté que représente le choix et l'attribution de cet édifice patrimonial et de son site pour le développement de l'ensemble de la communauté. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a lu avec beaucoup d'intérêt votre projet je suis contente que vous ayez clarifié dans votre présentation là, que ça pouvait se faire en parallèle avec avec un des projets qui est sur la table, qui est celui qui est présenté par l'Université McGill en développement durable. Une des questions que je me posais, c'était comment
dans la mosaïque, je pense particulièrement des universités françaises. Comment ça se situe par rapport aux universités existantes, entre autres celles de Montréal et celles de l'UQAM? Vous parlez des universités francophones. Ça n'exclut pas, comme vous le disiez tout à l'heure, son ouverture aussi à l'expertise des universités Concordia et McGill. Bon, je comprends que ça serait, vous l'indiquez, réservé au 2e et 3e cycle. Oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas de risque de concurrence, mettons, par rapport au 2e cycle et 3e cycle de l'Université de Montréal et de l'UQAM? Ben, c'est la raison pour laquelle il faut que ce soit une université dont toutes les universités montréalaises deviennent partie prenante pour définir des relations de coopération et de collaboration, et également aussi pour inventer un modèle de prestation scientifique et académique adapté à la réalité du 21e siècle. Une université de ce type va accueillir des cohortes d'étudiants qui y seront pour 1 année, 2 ans, 3 ans, et qui pourront accéder, dans le cadre de programmes définis ad hoc, à un bassin d'expertise exceptionnel. C'est celui que nous pouvons retrouver dans la masse critique de chercheurs et de professeurs de l'ensemble des universités montréalaises. Donc, si on envisage une université de ce type sous l'angle d'un consortium de collaboration, on peut imaginer effectivement qu'on va faire converger dans une division du travail qui sera à définir, on va faire converger les meilleures pratiques, les meilleurs domaines d'expertise et on va les faire travailler ensemble plutôt que dans une concurrence qui pourrait être stérile ou occasionner du dédoublement de ressources. Et de ce point de vue-là, on peut déjà voir qu'il y a des points d'appui qu'on pourrait faire valoir. Par exemple, les universités montréalaises collaborent déjà dans des projets comme les entretiens Vague-Cartier. On pourrait imaginer qu'on peut inventer des forums qui deviennent des lieux d'accueil non seulement permanents pour ce qui est de programmes de perfectionnement de nature universitaire, mais également de programmes de perfectionnement pour les maires de la francophonie, pour les agences de développement, pour l'ensemble des ressources qui sont mobilisées autour de la construction de cet espace francophone-là. Écoutez, je trouve ça intéressant que vous référiez aux entretiens Jacques Cartier auxquels j'ai eu l'occasion de participer, parce que dans le projet de 2e et 3e cycle, à moins qu'il y ait, comment dire, dont les bâtiments, vous les connaissez aussi bien que moi, là, ceux qui sont sur le site, bon, il n'est pas question de construire beaucoup là, autour, sur place, ou en tout cas à moins qu'il faille absolument le faire, mais en gros, il faut travailler avec des bâtiments historiques qui ont des contraintes. Ça veut dire, entre autres, que possiblement pour les disciplines scientifiques là, qui ont besoin d'équipements, de laboratoires, ça peut être problématique. Mais en tout cas, c'est la raison. Excusez-moi, Madame. Oui, allez-y, non. Brodin. Oui, on échange. C'est la raison pour laquelle je privilégie la formule du consortium, parce que le bâtiment peut être le siège social et le centre névralgique de cette université internationale, mais rien n'empêche qu'on peut utiliser les laboratoires, les équipements des universités ambiantes pour faire une mutualisation des ressources. Donc, ça ne suppose pas un ajout supplémentaire de bâtiments. Ça suppose très certainement, par ailleurs, la restauration et la reconversion du bâtiment actuel, ça va de soi, mais encore une fois, l'idée derrière ce consortium, c'est de faire converger les forces et d'optimiser toutes les ressources disponibles, y compris les ressources matérielles, bien sûr. Parfait.
Dites-moi, vous avez fait référence aux entretiens Jean Cartier. Avez-vous en tête des projets qui pourraient s'apparenter à ce que vous proposez? Écoutez, les entretiens Jacques Cartier ont fait la démonstration que ces exercices d'invitation et de collaboration entre les intellectuels et les scientifiques des deux côtés de l'Atlantique ont donné lieu à toutes sortes de projets afférents qui ont contribué au rayonnement. On peut penser également que l'État français actuellement vient de lancer un projet de reconversion, je crois que c'est le château de Rambouillet. Un des châteaux sera reconverti pour donner à la francophonie un rayonnement supplémentaire. Alors, le projet tomberait à point puisque nous aurions là la possibilité d'être en complémentarité avec les orientations de l'Organisation internationale de la francophonie et nous pourrions également prendre appui sur une tradition puisque, ne l'oublions pas, les débuts de la collaboration interuniversitaire dans le monde de la francophonie, c'est à Montréal qu'on le doit. C'est à l'Université de Montréal qu'on le doit. Donc, on a une tradition sur laquelle on peut prendre un appui. S'appuyer. Tout à fait. Oui. Alors, peut-être des questions de mes collègues Radwan Torkmani. Oui, bonjour, Monsieur Laplante. Merci, bonjour. Merci pour votre mémoire. J'aurais une question de précision pour vous. Vous mentionnez à la page 46 de votre mémoire l'association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Oui. Créée en 1961 par l'Université de Montréal. J'aurais aimé en savoir davantage sur cette association, qui la compose, est-ce qu'elle est encore en activité à ce jour? Alors, ça a été la première initiative de convergence des universités étant entièrement ou partiellement de langue française. C'est de l'initiative de l'Université de Montréal et en particulier sous le travail acharné et très fructueux de Jean-Marc Léger, le feu Jean-Marc Léger. Cette université a été le ferment, le début de la grande collaboration qui a connu différentes phases d'évolution et qui a donné naissance à ce qu'on connaît maintenant comme l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, c'est vraiment de Montréal qu'est partie cette utopie, ce projet de faire de l'espace francophone scientifique un lieu de rencontre entre les peuples. Et ça continue. L'Agence internationale de la francophonie mène de nombreux projets avec de nombreuses universités encore. Et il m'a semblé qu'une contribution de Montréal à l'agence serait en parfaite continuité avec son évolution historique et conforterait le rôle du Québec et de Montréal dans cette construction de l'espace francophone. Je vous remercie. David Anna? En fait, non, je n'ai pas de question parce que M. Laplante a répondu admirablement bien à la question que j'avais. Donc, je lui en remercie. C'était très clair, très précis et voilà, le concept est vraiment clair et c'est entendu. Alors, je vous remercie, M. Laplante et à nouveau, M. Sirois. Ceci mettrait fin. Oui, allez-y. Permettez juste un détail. Je voulais juste vous dire que je vais vous envoyer le texte des petites notes que j'ai présentées au tout début. Je vais vous envoyer ça tout de suite à la fin de la réunion. Merci beaucoup. Ça nous facilitera les choses. Alors, ceci donc met fin à notre 5e rencontre. Je demanderai à la Ville, à la Société québécoise des infrastructures et à l'Université McGill s'ils désirent de se prévaloir de leurs droits de rectification. Entre autres, je leur serais très reconnaissante de répondre, disons, peut-être aux questions qui ont été soulevées par M. Sirois. Alors, Mme Orny.
Oui, ben, en fait, peut-être que dans l'ordre, ce serait plus pratique que ce soit d'abord la SQI. Ah, parce peut-être la que SQ, oui, si ça Mme vient Mays est là. la demande Allez-y, du- Mme Mays. Concernant les titres de propriété, le reste va découler. Vous avez raison, Mme Orny. Bon, mais c'est pas vraiment un correctif là, parce que je pense que je l'ai déjà dit à une séance précédente, mais c'est le CUSUM qui est propriétaire du site de l'ancien hôpital Royal Victoria. Et D'accord. peut-être pour clarifier les choses, alors, et qu'est-ce qu'il y en est de... Alors, la Moi, société... Oui, Je peux peut-être juste, allez-y. Oui. la ville, pour clarifier le processus, pourquoi on en est... Vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Oui. Pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que la ville a reçu une demande de la part de la SQI, la Société québécoise d'infrastructure, pour entamer une démarche de planification concertée telle que cela est prévu dans le plan d'urbanisme et dans le plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, lorsqu'il y a un projet de requalification ou de réaménagement d'une grande propriété institutionnelle, notamment située sur le Mont-Royal. Donc, la SQI qui prévoit prendre en charge le site du Royal Victoria après le CUSUM, enfin qui prendrait la suite du CUSUM, donc nous a déposé une demande pour la requalification du site, et l'Université McGill est un partenaire de la SQI, donc ils ont également déposé le projet qui serait inclus dans le plan directeur de la SQI. Je ne sais pas si c'est assez clair comme ça ou si les représentants de la SQI de McGill voudraient aussi bonifier pour clarifier un peu le processus. Oui, j'aimerais simplement, à partir de votre intervention, revenir à la question qui avait été posée concernant les titres de propriété. Une fois le plan directeur et aussi, y compris la partie là, qui est consacrée au nouveau projet de McGill, est accepté, à qui reviennent les titres de propriété? Madame Mays. Pouvez-vous répéter la question? Une fois que le plan directeur est accepté? C'est-à-dire, en ce moment, on sait que les titres de propriété appartiennent au CUSUM. Oui. Alors, une fois que est accepté le projet directeur présenté par la SQI et le projet de McGill, à qui va revenir la propriété du site? Est-ce que ça va rester dans les mains du CUSUM ou si ça passe à une autre instance? Je pense que c'était ça la préoccupation de M. Sirois. En fait, c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux processus qui se mènent en parallèle. Donc, il y a présentement un projet de loi d'intérêt privé qui devrait être adopté, nous espérons, d'ici la fin de la session parlementaire, qui va éventuellement permettre le transfert de la propriété du CUSUM à la SQI. En parallèle, on a entamé le processus que Charlotte vient de décrire, qui vise à... On vous entend, Madame Mays, on vous entend, votre voix est coupée. Je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose. On va essayer de corriger la situation. Est-ce que vous m'entendez mieux? À peine. On va aller chercher un casque d'écoute parce que ça va permettre de mieux capter ma voix. Est-ce que vous m'entendez mieux? Il faudrait que vous parliez. Allô, est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, je pense. Parfait.
Donc, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a deux processus qui sont en cours, qui sont menés en parallèle. Donc, un processus vise à faire adopter le projet de loi d'intérêt privé par l'Assemblée nationale qui va permettre le transfert de la propriété entre le CUSUM et la SQI. Donc, ce processus est en cours. Nous espérons que le projet de loi d'intérêt privé va être adopté d'ici la fin de cette session parlementaire et par la suite, le transfert de propriété entre le CUSUM et la SQI va pouvoir se faire. À un autre niveau, au niveau municipal, donc qui est un autre niveau de gouvernement, on a entamé le processus que Charlotte vient de très bien décrire, donc je n'ajouterai pas de description. Là. Ce processus-là vise vraiment à changer, à modifier le cadre réglementaire qui encadre le développement de la propriété. Donc, ce processus-là se poursuit au courant de cette année et l'année prochaine jusqu'à l'adoption du nouveau changement réglementaire. Donc, théoriquement, c'est tout est conforme au processus qu'on anticipe. Au moment où la Ville adoptera le changement réglementaire l'année prochaine, la SQI pourra être propriétaire du site. J'espère que c'est... Et j'ajoute... Et une précision, qu'est-ce qu'il y en est pour l'université, pour les terrains qu'occuperait l'Université McGill? Est-ce que c'est compris dans le bill privé dont vous parliez? Le projet de loi d'intérêt privé vise vraiment à corriger des caractéristiques au titre qui indiquent d'une part que la propriété ne peut pas être cédée à un tiers, donc ne pourrait pas changer de main, et que la propriété ne peut être utilisée que pour un usage hospitalier. Donc, le projet de loi vise vraiment à corriger ces deux aspects pour que la propriété puisse être cédée à la SQI et requalifiée par la SQI. Et c'est la SQI qui va faire une cession de terrain à McGill? Ça serait une cession dans un deuxième temps qui se ferait une fois qu'on devient propriétaire. Bon, ça, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est plus clair. Je pense que c'est clair. J'espère que c'est clair pour M. Sirois aussi. L'Université de McGill, est-ce qu'il y a des clarifications à apporter? Des rectifications? En fait, peut-être juste sur la question des titres, non. Là, je pense que je suis en accord là, avec ce que Charlotte et Sophie ont mentionné. Alors, si ça met fin à la période de rectification, je veux donc remercier tous ceux et celles qui sont intervenus cet après-midi. Je remercie toutes les personnes aussi qui ont soutenu les travaux de la commission, tout le personnel de l'Office. Merci à vous tous qui êtes présents en ligne pour votre écoute. Thank you to all of you who have been listening this afternoon. Alors, bonne fin d'après-midi. Good afternoon. Merci, au revoir.